c'est véritablement devenu, ça a véritablement changé, si j'ose dire, la face de la peinture. Donc Cézanne s'est promené autour de la maison de sa maman et il a fait donc un paysage tel que celui-là. Bon, je ne vais pas le commenter. Vous voyez à peu près d'ailleurs à quel niveau il se place, étant donné que la ligne d'horizon, vous voyez, est assez haute là. Bon. Alors, il retourne l'année d'après dans le même paysage, et pour pouvoir peindre à son aise, il loue une maison qui est au-dessus de la maison de sa mère. C'est quand même assez curieux comme phénomène. Il a une maison où il peut peindre, où il a peint, etc. Mais il se trouve une autre maison beaucoup plus haute parce qu'il trouve que là, l'angle de vue est meilleur. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez intéressant là. C'est-à-dire que ça n'est plus le paysage qui va déterminer l'endroit où on va se mettre, mais c'est le motif que l'on va extraire de ce paysage qui va commander le point de vue qu'on va choisir sur le paysage. C'est-à-dire c'est le pictural qui l'emporte sur la, comment dirais-je, l'imitation dans cette affaire-là. Vous comprenez? Le peintre choisit son point de vue. Il se promène et puis tout d'un coup, ça ressemble un petit peu à Monet. Mais ça ressemble à Monet tout en ressemblant pas. Parce que Monet, ce qu'il cherche, lui, c'est un motif. Lui, d'une certaine manière, il a déjà son motif. Son motif, c'est ce coin d'où on voit les stacks au-delà de la baie de Marseille. Vous voyez? Et donc, c'est pour lui quelque chose qui va occuper 2 ou 3 étés pendant lesquels il va ajuster, il va mettre au point l'angle avec lequel il va viser son paysage. Et vous remarquez que en même temps, son paysage, il s'abstrait. C'est-à-dire que tous les détails du paysage qui étaient auparavant, il en reste quelques-uns. Il en reste même un qui est assez curieux, cette cheminée qui reste plantée ici et qui fournit une espèce de relation entre le bord et le premier plan. Si elle n'était pas là, vous voyez, la face du monde, si j'ose dire, en était changée. Non, c'est une espèce de point d'appui de l'espace et il a toute cette étendue de mer. Et vous remarquez que l'étendue de mer, elle a pris une dimension considérable, il peint la mer, et que les arbres du premier plan qui encombraient la vue, vous voyez, eh bien, ils ont disparu. C'est-à-dire le côté pittoresque du paysage disparaît au profit d'un côté plus constructif. Alors, je reviens encore à... J'y reviendrai sans arrêt, hein, c'est mon tableau de référence dans cette affaire-là. J'en reviens pour parler de la couleur. Ce que je dirais à propos d'espace, c'est un peu difficile d'une certaine manière à dire, c'est qu'il y a une temporalité dans ce tableau, déjà, bien entendu, c'est l'impression soleil devant. Donc c'est fixé à un moment de la journée particulier. Vous remarquez que dans l'histoire de la peinture classique, ça n'est pas la dominante. Bien sûr que ça existe chez Claude Lorrain, par exemple, hein, il y a des moments de la journée qui sont fixés, mais je dirais que c'est l'exception qui confirme la règle. Lorsque vous considérez l'étendue de la peinture qui est à, je ne sais pas, peut-être 70, si on prend toute l'histoire de la peinture depuis le Moyen-Âge, par exemple, je ne saurais pas le dire, mais il y a une grande majorité, une très très grande majorité, c'est jusqu'au XIXe siècle, hein, de peinture de caractère religieux. Et vous remarquez que dans ces peintures-là, il n'y a jamais un moment précis de la journée qui est fixé. Non, ça se passe dans un temps sans temps, un temps intemporel. Alors de temps en temps, il y a de glorieuses exceptions qui confirment la règle, évidemment. Il y a les tableaux nocturnes, hein, avec Caravage, avec des gens comme ça, des oppositions, Rembrandt, bien entendu. Mais ça n'est pas la règle générale en peinture. Or, là, au contraire, l'instant précis de la journée où c'est peint,
eh bien, c'est indiqué dans le tableau. Et cette manière, si vous voulez, de manier la couleur dans cet espace introduit une espèce de dynamique, en quelque sorte, de mouvement, hein, qui, par une espèce d'interférence entre un temps qui est quand même extrêmement limité, un espace qui est ce qu'il est, et puis une espèce de jeu comme ça entre les plans arrière et les plans avant qui est dû au jeu de la couleur. Je vous fais remarquer que la technique, elle se prête à ce jeu-là, parce que la technique, elle est extrêmement fluide. Quand on regarde, par exemple, une œuvre comme ça, et que si on ne connaît pas, si on n'a jamais entendu parler, on pourrait dire, mais c'est de l'aquarelle. Ça peut apparaître comme une technique aquarellée. Et en effet, je pense en effet que l'aquarelle n'est pas simplement, bien entendu, une préparation à la peinture à l'huile. Elle l'a été, mais il y a eu des aquarellistes, bien entendu. Et les impressionnistes sont des aquarellistes. Il y a toujours, dans leur tableau, on les connaît moins, bien sûr, parce que les aquarelles, c'est moins montré pour des raisons simplement de conservation, mais entre, par exemple, les diverses grandes compositions de Cézanne, dans la sérialité, j'ai lâché le mot, hein, de Cézanne, eh bien, il y a interposé en tranche, en quelque sorte, feuilleté, entre les tableaux, il y a un nombre considérable d'aquarelles, évidemment, l'aquarelle, mais qui ne sert pas absolument comment dirais-je, de préparation. C'est un peu autre chose, c'est un peu une alliance entre l'aquarelle. L'aquarelle trouve des solutions pour l'huile, qu'il les utilise d'une certaine manière, qui sont repris. C'est comme un jeu de relais entre l'huile et l'aquarelle chez Cézanne, c'est tout à fait manifeste, hein. Alors, il y a une perspective, entre guillemets, qui n'est pas une perspective à Pingendi. Un espace, je devrais mieux dire espace, puisque j'ai dit, la dernière fois, j'ai fait un appel en disant, il ne faut pas employer le mot perspective n'importe comment. Et simplement que depuis la Renaissance, il y a bien d'autres perspectives qui sont venues s'accumuler. On a parlé, si vous voulez, de perspectives atmosphériques à propos de Léonard de Vinci, hein, qui a introduit une perspective atmosphérique dans ses tableaux. Et bien là, je dirais qu'il y a une perspective colorée. Il y a une perspective colorée parce qu'il y a une opposition de teintes, si vous voulez, hein, je ne vais pas employer le mot couleur, encore que je pourrais, hein. Le mot couleur est un mot qui est vaste. Tous les rouges sont des rouges, tous les orangés sont des orangés, etc., etc. Mais dans la gamme des rouges, vous savez qu'il y en a 150 000. C'est tous des rouges. Chaque variété de rouge étant une teinte de rouge. Le rouge, c'est la couleur, je dirais presque théorique, en somme. C'est la couleur de principe. Alors là, nous avons un orangé, parce que clairement c'est un orangé, c'est pas un rouge, c'est pas vraiment un jaune, mais il y a du rouge dedans et il y a du jaune dedans, et c'est bien normal, puisque justement avec du rouge et du jaune, on peut fabriquer, je dis bien on peut fabriquer de l'orangé. Mais donc, je reprends. La couleur qui baigne l'ensemble, qui fait fond, ça serait intéressant d'étudier ça. Hein, ce rapport du fond à la forme. Il y a une couleur qui fait fond. Il faudra qu'un jour je vous explique ça. Ça provient un peu de la Gestalt théorie, un petit peu mise à la sauce, à ma sauce, disons. Il y a une couleur qui fait fond, qui est, je dirais, très étendue. Bon, j'insiste pas. Ça serait dommage de bousiller un petit peu cette affaire qui est quand même un peu compliquée et qui prendrait beaucoup de temps. Et puis, il y a un objet qui est réduit en taille, qui fait motif, justement. Donc, motif ici, sur fond. Et le motif, il est d'une couleur dite chaude, et le fond, il est de couleur dite froide. Et ce qui se passe, c'est que quand vous mettez
du chaud sur du froid, il y a un effet de saillie, il y a un effet de relief qui se fait. Donc, ici, vous avez un effet d'espace qui tient à la superposition, à la rapprochement, à l'opposition même du chaud et du froid. Et vous voyez, ça, Kandinsky, avec sa balance à peser les couleurs, et Klee aussi d'ailleurs s'en apercevront, c'est qu'il suffit peut-être d'une petite quantité de chaud pour équilibrer, en somme. Vous voyez, tenir la balance, je dirais. Équilibrer, c'est peut-être beaucoup dire, mais tenir la balance à une grande quantité de froid. Vous voyez, une petite quantité très spécifique à une grande quantité peu spécifique. Monotone, comme diraient les mathématiciens, c'est-à-dire peu variée. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui vient interrompre la monotonie du paysage. Une fonction monotone, c'est une fonction, pour dire les choses très facilement, si vous voulez, qui n'a pas d'accident dans le parcours. Une courbe monotone, c'est une courbe gentille, qui n'a pas de point de rebroussement tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. 20h17, ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'on a fait 1 heure là. Et bien, puisqu'on a fait 1 heure, on va s'arrêter un petit peu.